Bonjour à tous. Je vous raconte aujourd'hui une très grande affaire criminelle des années 70, l'affaire Pierre Conti, autrement connue sous le nom de l'affaire des tueurs fous de l'Ardèche. C'est une affaire unique puisque le tueur Pierre Conti a été condamné à mort par contumace, c'est-à-dire en son absence, en 1980, et qu'aujourd'hui il court toujours. Il n'a jamais été arrêté. Et cette histoire est intéressante par son contexte, parce que Conti était ce qu'on appelait un hippie, un babacool aux cheveux longs, figure emblématique de l'après 68, la preuve que sous le cache-sexe des idéaux pour 68 arts se cachait parfois de la folie, de la brutalité et de la violence. Et pour débriefer cette histoire tout à l'heure, j'aurai la chance d'accueillir un personnage central de cette affaire, un miraculé, le gendarme Henri Klins. Pierre Conti voulait le tuer, Pierre Conti a failli le tuer, et depuis 40 ans, cette affaire le hante. Il a refait toute l'enquête et il nous livre le résultat de sa quête dans un livre, Mon témoignage sur l'affaire Conti, qui vient de paraître aux éditions Mareuil. Bonjour Monsieur Klins. Bonjour. Vous nous direz tout à l'heure notamment où se trouve Pierre Conti, puisque vous pensez l'avoir localisé 40 ans après. Voici donc cette histoire que j'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1, On de la raconte. Cette histoire a des allures de film d'action. Vous allez voir, ça bouge, ça défouraille, ça cavale, on ne s'ennuie pas. Mais avant d'entrer dans le feu de l'action, vous devez savoir 2 ou 3 choses sur le contexte. Car cette histoire se déroule en Ardèche dans les années 70. C'est-à-dire au temps des hippies, au temps des chevelus idéalistes que les Ardéchois ont vu débarquer après 68. Notre triste héros du jour, Pierre Conti, Pierrot pour les intimes, est l'un de ces chevelus. Il arrive en Ardèche à la fin des années 60, c'est un pionnier. Il commence par élever des chèvres, comme ils le font tous, dans une ferme qui au passage ne lui appartient pas et dont il a terrorisé la propriétaire. Et puis il monte une communauté à Rochebesse et il a les honneurs de la télé. Rochebesse, un hameau, presque une ruine, perdu quelque part en Ardèche, à plus de 1000 mètres, non loin du Gerbier de Jonc. Abandonné depuis 10 ans par ses habitants descendus dans la vallée moins hostile, le hameau se mourait lentement. Alors, ils sont arrivés. Pierrot d'abord, de Grenoble, où il était ouvrier. Je crois qu'en fait, on a compris en ville, on a dégusté quand même. Moi, j'y suis resté une vingtaine d'années. Travailler en usine, c'est pas forcément agréable. Ici, on s'y retrouve, on est bien. On est paysans dans l'âme, je pense aussi. Sur la porte de la ferme de Rochebesse, ils ont écrit « Mort aux flics et aux bourgeois ». Et pourtant, autour de Pierre Conti, il y a surtout des fils à papa parisiens, des petits bourges qui prétendent revenir aux sources. Il paraît que le fils Chaban-Delmas est passé par Rochebesse. Officiellement, ils font du lait, de la viande, des céréales, de la laine, des fruits et des légumes. Entre nous, ils cultivent aussi de la marijuana. À part ça, ils ont des mœurs olé olé. Le premier jour que je suis arrivé à Rochebesse, j'ai croisé une jeune fille. Elle déambulait complètement à poil. Elle avait 4 pâquerettes plantées dans la touffe. Ça, c'est pour le folklore. Car à Rochebesse, on pratique aussi le droit de cuissage. Et d'après ce qu'on dit, le gourou Pierre Conti se sert le premier. Même s'il a la générosité de mettre sa femme à disposition. Bref, vous voyez le bonhomme. Un peu tordu, un peu brinzingue, un peu violent aussi, d'après ce qu'on dit. Il aurait des armes. Il s'entraînerait à tirer sur un vieux matelas. Et pourquoi faire? Ça, vous n'allez pas tarder à le savoir. Le mercredi 24 août 1977, 2 chevelus attaquent une agence du Crédit Agricole à Villefort, en Lozère. Ça va très vite. Ils sont armés, ils braquent la guichetière, ils enferment tout le monde dans la salle des coffres et ils ressortent avec 30 000 francs. Et ils sautent dans une DS verte et ils tracent vers l'Ardèche. Et qui y a-t-il dans cette voiture? Eh bien, Pierre Conti, le gourou des hippies de Rochebesse, et Stéphane Viopécat, membre d'une autre communauté. Et un troisième, Jean-Philippe Mouillot, qui les attend un peu plus loin avec une autre voiture.
Et oui, on vient de passer du côté obscur du Peace and Love. Et ça n'est pas fini. La déesse roule à toute berzingue sur les routes de campagne. Pierrot et Steph doivent maintenant rejoindre le troisième, Jean-Phi, qui les attend avec une autre voiture pour échanger. Ils roulent donc, et à un moment, à la sortie d'un chemin de campagne, à un carrefour, ils tombent sur une estafette de la gendarmerie. Et là, vous allez voir ce que c'est que la phase B du Peace and Love. Un carnage. Europe 1, on de la raconte. Je vous raconte aujourd'hui une affaire célèbre des années 70, l'affaire Pierre Conti. L'histoire des tueurs fous de l'Ardèche, que je débrieferai tout à l'heure avec Henri Klintz, qui est hanté par cette histoire depuis 40 ans et qui vient de publier aux éditions Mareuil mon témoignage sur l'affaire Conti. Nous étions au tout début de l'histoire, le 24 août 1977, au moment où 2 hippies, membres de la communauté de Rochebesse, en Ardèche, attaquent une agence bancaire du Crédit Agricole à Villefort, en Lozère. Ils s'enfuient à bord d'une DS et au détour d'un chemin de campagne, ils tombent sur une estafette de gendarmerie. Notre invité, le gendarme Henri Klintz, est à l'intérieur avec l'un de ses collègues, Danny Luxac, 2 jeunes gendarmes face à un fou. Et ils sont pétrifiés, tous les deux. Imaginez, ils ne savent rien, ils ne savent pas qu'il y a eu un braquage. Et en face, dans la DS, les 2 types ont sorti des armes. Le chauffeur tient un pistolet mitrailleur et l'autre un fusil à canon scié. Le chauffeur sort de la voiture, c'est Pierre Conti, vous le savez, il fonce droit sur le gendarme Luxac et il lui tire dans le ventre. Et le gendarme s'écroule. À ce moment-là, l'autre, le deuxième, Steph, se met devant le gendarme Klintz et il tire. Mais il le manque. Et après, c'est Conti qui le braque. « Bouge pas !» Ils vont l'éliminer. Klintz pense qu'ils vont le liquider comme ils viennent de liquider son copain Luxac. Alors il pense à sa femme. « Déconne pas, s'il te plaît. Je suis marié, moi !» Et là, Steph lui montre le ravin. L'air de dire, ou tu disparais en bas de ce ravin, ou je te bute. Ni une ni deux. Klintz se jette dans le ravin. Il dévale la pente jusqu'à atterrir sur une haie de châtaigniers. Il les face contre terre. Il relève la tête lentement. Il regarde vers la route. Putain, le mec est toujours là. Non seulement il est toujours là, mais il se met à tirer. Klintz se couvre la tête avec les bras. Dérisoire, il va mourir. Et puis, non. Il entend la DS qui redémarre, les pneus qui crissent sur la chaussée. Ils sont partis. Alors Klintz remonte le talus, il trouve son collègue Danny à l'agonie mais toujours conscient, il le tire à l'arrière de l'estafette et il fonce vers la brigade avec l'autre qui hurle à chaque virage. Pendant ce temps-là, Conti et Steph poursuivent leur course folle. Et là, devant eux, une 504. Une 504 qui les ralentit. Alors que fait Conti? Il la tamponne par l'arrière. Il veut la fiche dans le ravin. Mais tout ce qu'il réussit à faire, c'est à la balancer contre un rocher. Le conducteur descend, Conti enclenche la marche arrière et il lui fonce dessus. Bam! Le type valdingue à 5 mètres. Et tranquillou, Conti repart. Pas pour longtemps. Car un peu plus loin, la DS tombe en panne sèche. Les guignols, pour un braquage, ils ont volé une voiture à sec. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nos 2 oiseaux voient alors arriver une 204 break. Ça fera l'affaire. Ils la braquent, le type s'arrête, ils chargent les armes, les pièces et les billets, et ils reprennent la route. Normalement, le temps que l'autre donne l'alerte, ils sont tranquilles. Donc ils prennent la nationale. Ils dépassent Pont de la Baume, ils prennent la direction du Puy-en-Velay, ils ne sont plus très loin de Rochebesse. Et là, au loin, ils aperçoivent un barrage de gendarmerie. Putain! Conti donne un grand coup de volant et il fait demi-tour au nez des gendarmes. Et après, il s'enfonce dans les routes de montagne, ça tourne, les pneus crissent, il va trop vite et... boum! Il tape une voiture qui vient en face, une Renault 12 rouge. Les 2 braqueurs descendent de voiture, ils s'approchent de la Renault 12, il y a 2 bonhommes à l'intérieur. « Bougez pas, on tire !»
À ce moment-là arrive une autre voiture. Conti s'approche, arme à la main. « Descendez !» L'autre au volant ne veut pas. Il est terrorisé. Conti lui tire 2 balles dans la tête. Et puis il revient vers les 2 occupants de la R12 et il abat l'un des 2 types, tandis que le second s'enfuit en courant. Dans sa fuite complètement folle, après ce braquage minable, Pierre Conti vient de tuer 2 hommes. Le premier s'appelait Roland Malos. Et celui qui est arrivé dans la voiture juste derrière, c'était son père, Cyprien Malos. Les 2 voitures se suivaient. Il les a tués tous les 2 pour rien. Il ne représentait aucune menace. Il n'était pas armé. Il les a descendus comme des chiens. Pierre Conti et Stéphane Viopécat s'emparent alors de la seule voiture qui marche, la dernière arrivée. Ils y chargent les sacs, les pièces et les billets et ils reprennent la route direction Rochebesse. Leur cavale à ce stade a fait 2 morts, plus un gendarme grièvement blessé, plus un automobiliste salement amoché. Europe 1, on de la raconte. Je vous raconte aujourd'hui une affaire très célèbre des années 70, l'affaire Pierre Conti. L'histoire des tueurs fous de l'Ardèche, que je débrieferai tout à l'heure avec Henri Klins, qui à l'époque était jeune gendarme et qui est hanté par cette histoire depuis 40 ans. Il vient de publier aux éditions Mareuil mon témoignage sur l'affaire Pierre Conti. Je vous rappelle les faits. Le 24 août 77, 2 hippies membres d'une communauté de Rochebesse en Ardèche, Pierre Conti et Stéphane Viopécat, attaquent une agence bancaire du Crédit Agricole à Villefort, en Lozère. Ils s'enfuient et en route, ils tombent par hasard sur une estafette de gendarmerie. Conti tire sur l'un des gendarmes qui est grièvement blessé. Et dans leur fuite, ils provoquent un accident et Conti abat les 2 occupants de la voiture qui l'a percuté. Le soleil se couche sur le plateau ardéchois quand Pierre Conti et son copain Steph arrivent à Rochebesse, épuisés. Épuisés et parfaitement conscients qu'à partir de maintenant, ils ont toutes les polices et les gendarmeries de France sur le dos. Donc l'urgence, c'est de se débarrasser de la voiture. Cette voiture qu'ils ont volée à leur dernière victime. Je propose qu'on aille la mettre dans la ravine de Saint-Julien-Chapteuil. On y va ? Conti reprend donc le volant. Mais vous n'allez pas le croire. Quand ça veut pas, ça veut pas. Quelques kilomètres plus loin, la voiture tombe en panne, en rade, sur le bord de la route. Alors, ils la laissent là. Ils n'ont pas le choix. Et ils rentrent à Rochebesse à pied, en se disant bien sûr qu'à partir de maintenant, dès qu'on retrouve cette voiture, ils sont repérés. Ils vont avoir les gendarmes sur le dos. Il ne va pas falloir traîner dans le coin. Au même moment, le gendarme Danny Luxac est transporté entre la vie et la mort en hélicoptère à l'hôpital de Montpellier. Je vous le dis tout de suite, il ne va pas survivre. Il va mourir après des jours et des jours de coma. L'épopée des 2 chevelus aura donc fait 3 morts, dont un gendarme. Un officier de la gendarmerie lance un appel à témoins à la radio et à la télé. Ils sont armés, c'est ce qu'il faut savoir, ce sont des individus extrêmement dangereux. Alors ce que je souhaiterais pour ma part, c'est que les personnes puissent nous donner des indications sur ces gens-là que nous recherchons, dont je ne donne pas de signalement, mais je demande simplement à ce que tous les individus qui apparaissent suspects ou qui sont inconnus par les habitants qui peuvent les observer, de bien vouloir informer le groupement de gendarmerie au numéro de téléphone suivant, 09 Le lendemain matin, on apprend que les gendarmes sont déchargés de cette enquête. On juge en haut lieu qu'ils n'ont pas été très performants, ce qui n'est pas très juste. C'étaient des gendarmes de campagne. Ils n'étaient pas du tout préparés à ça. Bref, à partir de maintenant, c'est la police judiciaire de Montpellier qui doit identifier et arrêter les 2 tueurs.
La PJ sera aidée par l'anti-gang du commissaire Pellegrini. Le ministère de l'Intérieur a sorti les gros moyens. La pluie ne cesse de tomber depuis hier sur les contreforts des Cévennes et c'est sous ce déluge que les policiers chargés de l'enquête refont depuis 24 heures l'itinéraire suivi par les gangsters. Les enquêteurs du service régional de police judiciaire de Montpellier passent donc à la loupe le chemin sanglant des deux gangsters. Il s'agit de relever les indices et surtout les témoignages, tous les témoignages, pour tracer le portrait robot des deux tueurs. Et puis, les spécialistes de l'identité judiciaire exploitent bien sûr tous les éléments, les empreintes en particulier, relevées à bord des voitures empruntées par les deux gangsters. Tous les témoins, tous, disent que les deux tueurs étaient des chevelus, des hippies. Et dans la 204, les policiers retrouvent un indice précieux, une paire de lunettes, manifestement oubliée par les tueurs. Sur l'un des verres, il y a une bonne grosse empreinte digitale, un annulaire bien visible. Les flics la passent au fichier. C'est bon les gars, on a une identité. Un type qui a été contrôlé il y a 1 an et demi pour port d'armes sans permis, il s'appelle Pierre Conti. Et on a une adresse les gars, le hameau de Rochebesse à Chanéac. Les policiers de l'anti-gang prennent immédiatement la route de Rochebesse. D'abord toute sirène hurlante et ensuite à pas de velours, ils encerclent la ferme. Mais Pierre Conti n'y est plus. Il y a les gens de sa communauté, mais lui, envolé. Les policiers fouillent les maisons du hameau et dans une étable, ils trouvent un sac de billets et un sac de rouleaux de pièces aux couleurs du Crédit Agricole. Conti est parti avec une partie du butin, mais pas la totalité. Les policiers trouvent aussi dans la ferme une carte d'identité qui leur permet d'identifier le deuxième braqueur. Elle est au nom de Stéphane Viopécat. Donc un bon point, ils savent qui sont les deux tueurs. Et un mauvais, les deux types se sont barrés. Pierre Conti se retrouve à la une des journaux. On peut dire ce soir que Conti est un homme traqué. Hier, en effet, les enquêteurs ont découvert une cache d'où Conti s'était enfui quelques heures à peine avant l'arrivée de la police. Ainsi donc, il n'a pas quitté la région. Il se terre quelque part dans les garrigues et cela donne raison à tous ceux qui, dans les villages ardéchois, sont tenaillés par une folle angoisse. Alors, où sont passés Pierre Conti et Stéphane Viopécat? Où se planquent-ils? Europe 1, on de la raconte. Je vous raconte aujourd'hui une affaire des années 70, l'affaire Pierre Conti, autrement appelée l'affaire des tueurs fous de l'Ardèche. Une histoire que je débrieferai tout à l'heure avec Henri Klins, qui à l'époque était jeune gendarme, qui est hanté par cette histoire depuis 40 ans. Il vient de publier aux éditions Mareuil mon témoignage sur l'affaire Pierre Conti. Pierre Conti, le leader d'une communauté hippie de l'Ardèche, et l'un de ses amis Stéphane Viopécat braque le 24 août 77 une agence du Crédit Agricole en Lozère. Dans leur fuite, ils tuent un gendarme et 2 automobilistes. Grâce à des empreintes retrouvées dans l'une des voitures qu'ils ont utilisées, ils sont rapidement identifiés. Mais quand les policiers de la PJ débarquent dans la ferme qu'ils occupent à Rochebesse, sur les hauteurs de l'Ardèche, les 2 oiseaux se sont envolés. Ce matin n'a rien donné. On n'a trouvé ni Conti, ni Viopécat, ni le moindre indice attestant du passage de l'un ou de l'autre. Et tandis qu'en présence du procureur de la République commençait le ratissage, j'ai entendu cette réflexion parfaitement fondée. Dans des endroits pareils, un homme jeune, en pleine force, et dont la rage de vivre est au moins aussi forte que la rage de tuer, eh bien dans ce pays, cet homme peut tenir des jours ou des mois entiers. Depuis le début, une jeune femme ne loupe pas une miette de cette affaire à la radio. Cette histoire de hippie tueur, et pour cause. Elle aussi vit dans une ferme paumée, la Hurle, dans la Drôme. Elle aussi, dans son genre, est une hippie. Elle élève des chèvres avec son copain Simon. Elle s'appelle Noël Sarola. Et cette affaire l'intéresse d'autant plus qu'elle connaît vaguement Pierre Conti et lui a
acheter des chèvres. Cinq jours après la tuerie, elle est dans sa cuisine en train de préparer une tarte aux prunes et par la fenêtre, elle voit un homme qui s'approche à pied. Nom de Dieu, le type a une carabine à la main. Et quand il est tout près, elle le reconnaît. C'est Pierre Conti. « Oh Noël, n'aie pas peur. Je vais pas te faire mal. T'es seul ?»« Oui, je suis seul. Simon est à Paris pour quelques jours. Traîne pas devant la maison, entre. » Je suis très fatigué, Noël. J'ai besoin de souffler. 2-3 jours. Les flics me cherchent pas dans le coin, en tout cas pas pour le moment. Et voilà comment Noël Sarola va se retrouver complice de la cavale de Conti. Mais d'entrée, elle lui pose une condition. « Ok pour que tu restes ici, un petit moment, Pierre, mais tu dors pas dans la maison. Hein. Tu pourras dormir dans la chèvrerie ou dehors. » Elle lui sert du thé, une part de tarte, Conti la dévore comme un morphale. « Tu manges pas, Noël ?»« Non, j'ai pas trop faim. » En vérité, elle est terrorisée par l'arme de Pierre. Cette arme qui a déjà tué 3 fois et qui est là, devant elle. Tu veux savoir ? Tu veux que je te dise la vérité ? Ta version des faits est différente de celle racontée par les médias ? Non. Ma version, comme tu dis, n'est pas différente. J'en ai touché 3, on en a raté 2. Ils ont réussi à se barrer. Mais les gens dans la voiture, Pierre, pourquoi tu les as tués ? Il était trop con, le gars. Même son fils lui disait de lâcher le volant. Il n'y avait pas moyen de lui faire lâcher. Tu comprends ? S'ils nous avaient donné la bagnole, on leur foutait la paix. Mais l'autre voulait rien savoir, putain. On était dans l'urgence. On n'avait pas le temps. C'était la panique. J'ai dû... Le soir, Noël le conduit là où il va dormir, dans une combe, dehors. Et là, Conti lui dit... J'ai confiance en toi, Noël. Merci pour ton aide. Vraiment. Merci. Je sais que c'est pas facile. T'es une fille courageuse. Le charmeur. C'est un charmeur. N'empêche que Noël se dit, je ne veux pas qu'il reste là. Je ne veux pas tomber pour complicité. Je vais l'aider à s'enfuir. Mais le lendemain, elle n'ose pas. Il a l'air épuisé. Elle ne se sent pas le courage d'exiger son départ. C'est lui qui, 3 jours plus tard, aborde le sujet. Je vais partir, Noël. Vendredi soir à pied, par la montagne. Il me faut juste de quoi camper, mais je vais partir. Entre-temps, Noël s'est prise au jeu. Elle va lui donner un sacré coup de main. Elle va l'exfiltrer. Elle va lui faire quitter la zone, l'aider à passer les barrages de police. Elle commence, par la bande, à lui procurer des faux papiers, qu'elle va récupérer sur un marché entre 2 tonnes de chèvres. C'est ça qui était convenu. Et ensuite, elle le relook. Elle lui coupe les cheveux pour qu'il n'ait plus l'air d'un hippie. Elle lui fait même un petit éclaircissement et la raie sur le côté. L'exfiltration a lieu le 6 septembre, 13 jours après la tuerie. La veille, ils ont regardé une carte, imaginé où pourraient être les barrages. À 22h, Noël confie ses chèvres à l'un de ses amis, ils montent tous les 2 dans la voiture, et c'est parti. Voilà leur plan. À chaque fois qu'il pense qu'il y a un barrage, Pierre descend de voiture, il coupe par les prés et par les bois, et il se retrouve un peu plus loin, et ainsi de suite. Et c'est aussi comme ça qu'il passe la frontière suisse. Et quelques kilomètres après la frontière, ils se séparent. Noël sait qu'à partir de ce moment-là, il n'est plus question qu'il lui donne des nouvelles. Pierre, j'aimerais bien savoir si tu es arrivé là où tu dois te planquer. Alors voilà un numéro de téléphone. C'est un ami. De confiance. Tu lui dis juste que tu es arrivé, il me fera passer le message. Bonne chance, Pierre. Quelques jours plus tard, elle reçoit la confirmation qu'il est bien arrivé. Où ça ? Le gendarme Henri Klins, qui sera là avec moi tout à l'heure, a sa petite idée. Il a retracé le parcours de sa cavale et il pense l'avoir localisé 40 ans après. Ah oui, parce que ça je vous l'ai pas encore dit. Pierre Conti n'a jamais été arrêté. Europe 1, on de la raconte. Je vous raconte aujourd'hui l'affaire Pierre Conti, qui remonte aux années 70. On l'appelle aussi l'affaire des tueurs fous de l'Ardèche.
Et dans un instant, je vais débriefer cette histoire avec l'ancien gendarme Henri Klins. Il était dans l'estafette. Conti a tué son collègue, mais pas lui. Et depuis 40 ans, il est hanté par cette histoire. Et après, on ne sait pas ce qu'il est devenu. On l'a cherché, au début. Après, ça s'est tassé. Figurez-vous qu'après 1982, soit 5 ans après la tuerie, sa fiche de recherche a été supprimée des fichiers de la police et de la gendarmerie. Oui, monsieur, un tueur de gendarmes. Au bout de 5 ans, on s'arrête de le chercher. Énorme. Pourquoi ? Les mauvais esprits diront « la gauche au pouvoir, à protéger un camarade ». Mais honnêtement, il n'y a pas de preuve. Le gendarme Klins, qui sera avec moi dans un instant et qui a consacré une bonne partie de sa vie à cette affaire, pense qu'après, Conti s'est planqué pendant 3 ou 4 ans en Suède. Et qu'ensuite, il s'est installé, il nous le dira tout à l'heure. D'après lui, il y est toujours. Stefan Viopécat est arrêté le 20 octobre aux Pays-Bas, et en février 78, c'est Jean-Philippe Mouillot qui est interpellé à Paris, le 3e homme, celui qu'ils n'ont jamais rejoint. Et puis à un moment donné, en mai 1980, en l'absence de Conti, puisqu'il est en cavale, il faut bien organiser un procès devant la cour d'assises de Privas. Pour le défendre, Stéphane Viopécat a choisi Robert Badinter. Ça lui permet de ne prendre que 18 ans de prison. Mouillot, le 3e homme, prend 5 ans et Pierre Conti est condamné à mort par contumace. Mais pourquoi faire ? Puisqu'on ne l'a jamais retrouvé. Depuis le mois de mai 2000, 20 ans après sa condamnation à mort, les faits sont prescrits. Conti, où qu'il soit, peut très bien rentrer en France demain sans aucun problème. Voilà donc pour ce récit reconstitué donc grâce à 2 livres, celui de Noël Sarola dans lequel elle raconte comment elle a été amenée à être la complice de la cavale de Pierre Conti, et surtout le vôtre, Henri Klins, mon témoignage sur l'affaire Pierre Conti qui vient de paraître aux éditions Mareuil. Vous êtes donc ce gendarme qui a échappé à la mort le 24 août 1977, votre collègue Danny Luxac n'ayant pas eu cette chance puisque lui a été abattu par Conti. C'était il y a 40 ans et quelques mois. Et 40 ans après, on a le sentiment que c'est une histoire qui vous obsède encore et qui vous a obsédé toute votre vie. Vrai ? Oui, c'est vrai. C'est 35 ans d'abord d'enquête, 35 ans de recherche, dans la clandestinité, voire dans l'illégalité. Oui, parce que vous n'étiez pas saisi en tant que gendarme de cette enquête. Voilà, j'étais pas gendarme sur cette enquête, et qui plus est, la gendarmerie étant dessaisie de l'affaire au profit de la police judiciaire, je ne pouvais pas m'investir officiellement et faire mes recherches personnelles. Ça veut dire que vous êtes allé lire le dossier d'enquête aux archives, intégralement ? Ça veut dire que je suis allé compulser, après beaucoup de refus, j'ai obtenu l'autorisation d'aller compulser ce dossier d'enquête judiciaire entièrement, qui est assez conséquent. Il y a 8 pages de dossier. 8 tomes, et puis également l'audition de tous les témoins, c'est-à-dire tous les acteurs et également tous les témoins de cette affaire pendant 35 ans. Ça veut dire que par exemple vous avez retrouvé tous les membres de la communauté de Rochebesse ? Pas tous, mais parce que beaucoup ont disparu et se sont dissous dans la société actuelle. Mais j'ai retrouvé bien sûr les membres de la famille et également les proches de Pierre Conti. Ouais. Qui sont restés dans l'esprit de l'époque ou qui sont devenus des petits bourgeois ? Le mot bourgeois est peut-être un peu fort, mais on va dire qu'ils se sont intégrés à la société actuelle, oui. Alors vous dites dans votre livre que vous avez le goût amer de l'épargner. Ça veut dire quoi ça ? Alors en fait ce livre, si vous voulez, c'est bien sûr l'histoire de Pierre Conti, mais c'est mon histoire. Les gens comme moi qui survivent à une affaire comme ça sont touchés par un syndrome qu'on appelle psychologiquement le syndrome du survivant, comme il existe le syndrome de Stockholm. Donc moi j'ai porté ce syndrome pendant des années, pendant 35 ans, ça m'a pourri ma vie, et un jour j'ai décidé de poser ce poids. Et ce poids, je l'ai posé en écrivant mon histoire. Comme certains vont voir un psychiatre et sur un banc verbalisent leurs mots MAUX par des mots MOTS, moi j'ai utilisé ma main
comme pour verbaliser cette affaire et échapper par le bout de mes doigts ce poids que je portais depuis 35 ans. Vous écrivez même que, dans les années qui ont suivi, au cours de votre carrière de gendarme, vous vous êtes exposé au danger, comme pour finir par prendre la balle qui, ce jour-là, vous a épargné. Tout à fait. En quelque part, ce syndrome est tellement fort que on aurait voulu être parmi les victimes. À ce point-là? Oui, à ce point-là. Au nom de Dany? Oui, au nom de Dany. Également au nom des imperfections de l'enquête, au nom des vides juridiques, au nom des silences, au nom des injustices. C'est un tout, en fait. Votre dernière phrase du livre est « Il ne devrait pas tarder à réapparaître ». On y reviendra tout à l'heure après la pub. Vous pensez que Pierre Conti est toujours vivant ? Oui, j'ai des nouvelles, on va dire, fraîches, si vous me passez l'expression, qui datent du printemps 2017, selon lesquelles Pierre Conti est toujours vivant et il se porte très très bien. Il ne risque plus rien aujourd'hui sur le plan judiciaire. Cette affaire est prescrite maintenant et donc techniquement il pourrait réapparaître. Oui, il retrouve au bout de 30 ans ses droits civiques et civils de citoyen comme vous et moi, et donc il pourrait apparaître librement sur le territoire national sans que la justice ou la police lui demande des comptes. À votre connaissance, il le souhaite ? À ma connaissance, il ne souhaite pas revenir. C'est pour ça que c'est sa famille qui va le voir. Elle va le voir là où il est. Exactement. Vous savez dans quel pays il est ? Oui, il est en Afrique du Nord. Vous en êtes certain ? J'ai des témoignages qui confirment qu'il est en Afrique du Nord. On va se retrouver dans un instant, Henri Kleins, et revenir sur les faits eux-mêmes et sur ce 24 août 1977. Europe 1, On de Latte raconte. Je vous ai raconté aujourd'hui l'affaire des tueurs fous de l'Ardèche, l'histoire de ces deux hippies qui, en août 1977, après avoir commis un hold-up dans une agence du Crédit Agricole, tuent 3 personnes dans leur fuite, un gendarme et 2 automobilistes croisés sur leur route. Ces deux hippies s'appelaient Pierre Conti et Stéphane Viopécat, et Pierre Conti, bien que condamné à mort par contumace, n'a jamais été arrêté. Et pour le débrief de cette histoire, je suis avec Henri Kleins. Vous êtes un miraculé dans cette affaire, puisqu'à l'époque vous êtes jeune gendarme et vous êtes dans la fameuse estafette qui croise par hasard la route des 2 tueurs qui sont en fuite après ce braquage au Crédit Agricole, et vous voyez votre collègue Dany s'effondrer sous les balles de Conti. Vous, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont voulu vous tuer ou ils ont voulu vous épargner ? Alors Pierre Conti avait la volonté farouche de me tuer, puisqu'il a dit à son complice « descends-le ». Et moi, je me suis retourné en partie vers Stéphane Viopécat et je lui ai dit « déconne pas, je suis marié ». Et il m'a dit « casse-toi ». Donc Stéphane Viopécat a décidé ce jour-là de m'épargner. Il avait le temps matériel de me tuer, soit de face, soit dans le dos lorsque j'ai pris la fuite, et il ne l'a pas fait. Et donc vous descendez ce ravin en roulé-boulé jusqu'à cette haie en bas. À ce moment-là, il peut encore vous tuer. Il essaye d'ailleurs, il tire. Il tire, mais il tire volontairement trop haut pour m'atteindre. Il aurait eu le temps matériel de le faire, de m'abattre dans le dos à 2 mètres, on n'aura pas sa cible. Et il ne l'a pas fait. Pourquoi d'après vous ? Parce que vous êtes marié ? Non, je crois parce que c'est un sportif de haut niveau qui fait notamment des sports de combat et qui a une maîtrise de lui-même quasi parfaite. D'ailleurs, ce qui est assez important dans cette affaire, et assez surprenant, c'est qu'il ne versera pas dans l'abîme du crime ce jour-là, alors qu'emporté dans la folie de Pierre Conti, combien de gens auraient pu résister à un versement dans ce tel ravin du crime ? Viopécat n'était pas fait du même bois que Pierre Conti. Pas du tout. L'un est un prolétaire, issu d'un milieu ordinaire, un contestataire communiste à l'origine, qui deviendra après terroriste et extrémiste, Conti. Et anarchiste, Conti. L'autre qui est un enfant parisien du 16e arrondissement,
qui est en mal à des démons qui lui courent après, s'il est en mal avec lui-même, si vous voulez, c'est quelqu'un qui se cherche et qui va se débrider dans le milieu des néo-ruraux de l'Ardèche, mais qui n'a pas l'essence d'un Pierre Conti. C'est un enfant de famille aisée, qui a une bonne éducation, qui a un niveau intellectuel très élevé, qui vit d'une rente que lui versent ses parents. Donc c'est un enfant de bourgeois, qui est à l'opposé même des idéologies de Conti, puisque sur la maison de Conti, il y avait écrit « interdit aux flics et aux bourgeois ». Ce qui est paradoxal. Il était bourgeois lui-même. Tout à fait. Une question quand même qu'on se pose dans ce récit. Pourquoi est-ce que vous ne tirez pas? Vous êtes gendarme, vous êtes armé, vous ne tirez pas. Alors, on ne tire pas parce qu'on n'a pas eu le temps de tirer. Les malfaiteurs savaient qui on était. On reconnaît les gendarmes dans leur estafette et leur képi. Nous, on ne savait pas qu'ils étaient des malfaiteurs. La bonne raison technique, on n'avait pas à l'époque les fréquences radio nécessaires pour savoir ce qui se passait dans le département voisin. Vous ne saviez pas qu'il y avait eu un hold-up? Pas du tout. D'autant plus que le commissaire qui clôture l'enquête et son procès-verbal de synthèse, qui dirige le SRPJ de Montpellier, termine son procès-verbal dans cette phrase extraordinaire. Il dit « À la vue des gendarmes, Pierre Conti n'avait plus qu'une idée, se frayer un passage et éliminer les témoins. » Voilà, ça résume l'affaire. Donc vous n'avez pas été en mesure de tirer à aucun moment, non, ni de dégainer? Non. J'ai eu le temps de dégainer, mais j'ai pas eu le temps de tirer. En même temps, vous êtes jeune, dans une brigade de campagne, on peut pas être plus à la campagne que là. Vous n'êtes pas vraiment préparé à affronter des olibrius de ce niveau. À l'époque, les gendarmes n'étaient pas préparés comme le sont maintenant les jeunes gendarmes sortant d'école et du modernisme de la gendarmerie actuelle, qui a fait un bond considérable en avant dans sa technicité. À l'époque, on était des gendarmes ruraux de la campagne traditionnelle, si vous voulez, au sortir de l'après-guerre. Il se passait jamais rien, Il se passait jamais rien. Et la dernière affaire criminelle importante dans l'Ardèche, c'était l'affaire de Père-Beil. Que j'ai raconté. Voilà, l'auberge rouge. Tout à fait. Que vous avez raconté, qui était survenue pendant la Restauration. Pourquoi est-ce qu'il tue les deux automobilistes? Parce qu'il n'y a pas nécessité. Vous savez pourquoi, vous? Alors, votre question est la question d'un enquêteur. Apparemment, bien sûr, on se pose la question, pourquoi au cours de sa cavale, il a des incidents divers avec d'autres automobilistes qu'il épargne. Et il va tuer Cyprien Malos et son fils Roland. Alors, je travaille actuellement sur cette piste qui laisse entrevoir des horizons assez intéressants. Et on le saura dans un prochain livre qui va sortir sûrement pour Noël prochain, dans lequel l'histoire sera éclaircie définitivement. Est-ce que vous pensez que Pierre Conti a été protégé dans sa fuite? Et si oui, par qui? Alors, protégé à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, je peux l'affirmer, je l'écrirai, je le prouverai dans mon prochain livre. Mais si vous voulez, moi, je ne peux écrire que les choses que j'ai vues et pour lesquelles j'ai un élément certain. Alors, si vous voulez, le premier élément arrive d'un avocat lorsqu'il interpelle le procureur de la République, Maître Perrin, qui est bâtonnier de l'Ardèche, en disant au procureur, au cours d'une audience, qui protège Pierre Conti? C'est pas moi qui le dis, c'est l'avocat des parties civiles. Et qui interpelle le procureur en ces termes, Monsieur le procureur, votre substitut ne m'a-t-elle pas dit, ce n'est pas la peine de me transmettre les plaintes de vos clients, je les mettrai sous le coude. Voilà ce qui s'est dit à une audience correctionnelle à Privas. Et donc, qui le protège? Alors, il y a plusieurs facteurs, plusieurs personnes qui sont derrière Pierre Conti, mais si vous voulez, je réserve ça un petit peu à mes lecteurs, mais on va dire que ça vient du milieu judiciaire, du milieu politique et du milieu social. Ce que vous dites en gros dans votre livre, c'est que dans l'atmosphère de l'époque qui va juste suivre, qui est celle de mai 81, l'arrivée de la gauche au pouvoir, il s'est trouvé tout un tas de gens pour ne pas avoir envie ni d'arrêter, ni de faire comparaître devant les assises Pierre Conti. Oui, le député de l'Ardèche, à l'époque, Pierre Cornet, me disait au cours d'un entretien, lorsqu'on a vu le mouvement néo-rural apparaître, on a eu qu'une idée, c'était de le disperser sur le territoire national. Parce que ces gens-là, c'était des contestataires. Donc on n'avait pas envie de créer un nouveau 68. Et donc, puisqu'ils voulaient aller à la terre, dans des coins isolés, eh bien qu'ils y aillent. Et on va les aider. C'est-à-dire qu'on va leur donner des facilités pour s'installer à la terre et les y fixer. C'est le mot qui avait été employé par le député Pierre Cornet, de manière à ce que ces gens ne se retrouvent pas dans la rue de la capitale, comme ça s'était passé en 68. Ouais. Et donc, est-ce qu'il est possible que la gauche de 81 ait fermé les yeux sur la cavale de Conti? Effectivement, il s'est passé des événements politiques qui font que Pierre Conti a bénéficié de certaines protections, entre guillemets, de fait,
Je vais en prendre une au hasard. L'abolition, par exemple, de la Cour de sûreté de l'État a permis de faire mettre à la trappe son dossier de terrorisme. C'est-à-dire Pierre Conti, qui détenait 1600 kilos d'explosifs destinés à faire sauter une centrale nucléaire. 600 kilos de ces explosifs étaient déjà passés dans les rangs d'Action Directe. Le dossier concernant cette affaire est passé à la trappe avec la suppression de la Cour de sûreté de l'État. Ah oui, ça c'est quelque chose que je n'ai pas raconté, mais en 1980, à la suite d'une dénonciation, on creuse à Rochebesse et on retrouve de la dynamite et des armes enterrées. Et à ce moment-là, on dit Conti était proche d'Action Directe. Non seulement il était proche, mais effectivement, il voulait être un des leaders du terrorisme. Il avait dans ses idées anarchistes des idées fortes à ce sujet. Et le fait qu'on retrouve chez lui 1600 kilos d'explosifs destinés à faire sauter la centrale nucléaire de Cruas, qui après a été ventilée dans le groupe d'Action Directe. Donc ce sont au fond tous ceux qui évoluaient dans la mouvance gauchiste de l'époque, à votre sens, qui ont fait en sorte que Conti ne soit jamais attrapé. C'est un peu difficile de répondre à votre question. C'est pas seulement une affaire politique, c'est un mélange de circonstances qui ont été favorables à Pierre Conti. D'abord des protections humaines, politiques également. Puis vous savez, il y a quelque chose de commun à la classe politique, c'est que les loups ne se mangent pas entre eux. Et on trouvait dans la Rochebesse des enfants du milieu politique qui appartenaient à des extrêmes politiques qui étaient très éloignés, dont les parents étaient très éloignés des familles politiques. Et les enfants se côtoyaient dans les communautés néo-rurales. Donc à partir de là, il valait mieux jeter un voile discret sur l'affaire. Est-ce que vous aimeriez, aujourd'hui, rencontrer Conti ? Par curiosité malsaine, je dois avouer que oui. Je voudrais bien savoir s'il a évolué dans sa pensée comme moi j'ai évolué. Mais je suis un peu déçu parce qu'on m'a dit qu'il n'a pas changé. Vous lui poseriez quoi comme première question ? Quel regard il a aujourd'hui sur ce qui s'est passé avant ? Vous voudriez qu'il ait des regrets ? J'aimerais bien, oui. Normalement, il devrait en avoir. Je pense qu'avec l'âge, la sagesse aidant, il a dû retourner l'affaire dans sa tête plus d'une fois. Merci Henri Kleins. À votre service, merci à vous. Merci infiniment.